Le 15 juin 2025 à 14h30, Paris vibrait au rythme d'un scandale annoncé. Derrière les murs feutrés du Grand Palais, les géants de la haute couture, stylo à la main et sourcils levés, assistaient incrédules à un spectacle qui allait marquer l'histoire. La maison Fashion Week, connue pour ses audaces, venait de franchir une ligne rouge sur le podium, défilaient des mannequins affublés d'habits carcéraux, calqués sur ceux des prisons de haute sécurité du Salvador, crânes nus tenus, rayés façon bagnard et chaînes qui cliquetaient à chaque pas. Ce que personne n'avait vu venir, cette performance stylistique allait faire exploser les relations diplomatiques entre Paris et une bonne partie du continent latino-américain. Une simple collection de modes, non le point de départ d'un séisme politique. Au cœur du cyclone médiatique qui s'annonçait, Sébastien Lecornu, fraîchement nommé chef de la diplomatie française, se retrouvait face à Nayib Bukele, le président du Salvador, jeune audacieux, et réputé pour ne jamais reculer d'un pouce devant la controverse. Assis dans la section réservée aux VIP du défilé Lecornu, scrutait le podium avec une grimace mêlant écœurement et colère froide. Non loin de lui, Carlos Mendoza, ambassadeur salvadorien en poste à Paris, transpirait la gêne pour lui voir les douleurs de son pays servir de décor à une fantaisie fashion relevée de l'humiliation pure. Lecornu se pencha discrètement vers lui. « Monsieur l'ambassadeur, j'ose espérer que vos autorités perçoivent l'ampleur de ce que cela représente pour nous. La France ne peut rester passive devant une telle glorification de la brutalité. » Mendoza hocha la tête mal à l'aise. « Je transmets immédiatement votre message à San Salvador. » Mais le ministre n'en démordait pas. À peine sorti de la salle, il attrapa les caméras qui traînaient encore et déclencha sans le savoir une crise qui allait enflammer toute l'Amérique latine. Sous le feu des projecteurs de BFM TV et France 24, Sébastien Lecornu, visage tendu mais regard assuré, laissa tomber la bombe. « Ce que nous venons de voir n'est pas de l'art, c'est une gifle infligée à la conscience humaine. » S'inspirer de la détresse des détenus salvadoriens pour en faire un numéro de mode à la parisienne, c'est transformer la douleur en décor. Une absurdité à laquelle nous devons opposer notre indignation. Les stylos grattèrent plus vite, les caméras se rapprochèrent. La voix du ministre se durcit. La France ne se contentera pas d'observer. Dans un monde où les droits fondamentaux sont foulés aux pieds dans des prisons gigantesques, comme celle du Salvador, notre silence serait une trahison de nos valeurs. Il enchaîna sans reprendre son souffle que le président Bukele séduise ses partisans avec des méthodes de faire soi. Mais ici, nous persistons à croire en la dignité de chaque être humain. Une journaliste bondit aussitôt. « Envisagez-vous des sanctions diplomatiques, monsieur le ministre ?» Lecornu répondit du tac au tac. « Tant que ces violations perdurent, nos relations avec le Salvador seront remises à plat. Fermer les yeux reviendrait à être complice. » Les mots de Lecornu firent l'effet d'un détonateur. En un clin d'œil, les chaînes d'infos de l'Hexagone, mais aussi celles d'outre-Atlantique, s'emparèrent de ces déclarations. Quelques heures suffirent pour que les extraits vidéo envahissent les fils d'actualité boostés par les hashtags explosifs Mitch Lecornu vs Bukele et Zec Paris Humain, devenus viraux à la vitesse d'une étincelle dans une poudrière. Pendant ce temps-là, à San Salvador, le calme apparent du président Bukele dissimulait une tempête en préparation. Il était 8h30, l'homme fort du Salvador, 44 ans, habitué à réagir au quart de tour sur Twitter, restait étonnamment silencieux. Cette retenue inhabituelle éveilla la nervosité de ses proches. « Monsieur le Président » murmura Ernesto Sanabria, son spin doctor, « les déclarations du ministre français font la une des médias du monde entier. Quelle sera notre riposte ?» Nayib releva les yeux de son écran, un sourire narquois accroché au visage. « Ernesto, organise une conférence de presse à 16h et je veux tous les journalistes étrangers dans la salle, sans exception. Et le thème, monsieur le président. Aujourd'hui, on va offrir une bonne dose de réalisme made in Salvador à ce cher ministre français. » À 16h tapante, Nayib Bukele fit son entrée sur la scène improvisée du palais présidentiel. Pas de costume 3 pièces, ni de cravate diplomatique, fidèle à lui-même, il arborait sa casquette de baseball bien vissée sur le crâne et un jean décontracté. Une image soigneusement calculée pour casser les codes rigides du protocole européen
et marquer les esprits. « Señora, si señor », lança-t-il en espagnol avec traduction en temps réel à l'écran, « j'ai entendu dire que M. Lecornu, ministre de la République française, se sentait particulièrement concerné par notre gestion carcérale. » Petit silence stratégique. Il fixa l'objectif avec l'assurance d'un acteur en pleine tirade. Il semblerait que notre cher diplomate imagine que nous malmenons les droits humains simplement parce que nous refusons de traiter avec douceur les pires criminels d'Amérique centrale. Comme à son habitude, lorsqu'il veut frapper fort Boukelté, quitta lentement le pupitre et se mit à arpenter la scène, main jointe dans le dos, regard perçant. J'ai une idée très claire à soumettre à M. Lecornu et à tout le gouvernement français d'ailleurs. » Une tension palpable s'installa. L'air semblait suspendu, même les caméras osaient à peine bouger. Si Paris estime que notre manière de gérer les gangs, comme le MS-13, le Barrio 18 et toute la clique de criminels sanguinaires est contraire aux droits humains, il marqua une pause, la voix désormais ferme et percutante. « Eh bien, nous n'avons aucun problème à vous les confier. » Le choc fut instantané. Les journalistes se redressèrent comme un seul homme, les objectifs se braquèrent sur lui, captant chaque millième de son expression. « Oui, vous avez bien compris, » lança-t-il imperturbable. « Je suis tout à fait en mesure d'affréter un vol charter aller simple, évidemment, avec à bord nos 75 000 détenus. Direction Charles de Gaulle. Ainsi, la France pourra leur offrir les conditions de détention qu'elle juge dignes d'un être humain. » La pièce devint un véritable champ de bataille médiatique. Les micros s'agitaient, les questions fusaient de toutes parts, les téléphones vibraient à l'unisson. Boukelté imperturbable leva la main pour restaurer le calme, tel un chef d'orchestre domptant la cacophonie. Son regard perça directement l'objectif. « Monsieur Lecornu, confortablement installé dans vos salons haussmanniens, vous aimez distribuer des leçons de morale sur les droits humains. Alors dites-nous, êtes-vous prêt à accueillir ces criminels dans vos propres banlieues? Et surtout, êtes-vous disposé à expliquer aux parents français que dans votre système de valeurs, les bourreaux méritent plus de compassion que les victimes ?» Il enchaîna plus incisif encore. « Parce que voyez-vous, c'est exactement ce que nous faisions autrefois. On leur offrait des droits, on les traitait avec douceur, et pendant ce temps, 105 Salvadoriens tombaient chaque jour sous les balles. 105 morts. Quotidiennement. Vous entendez ça, monsieur le ministre ?» Revenu au pupitre, les deux mains fermement plaquées sur le bois, il lança son dernier coup. « Voici donc mon offre claire comme de l'eau de roche si la France tient à ses prisonniers qu'elle les prenne. Je peux organiser leur départ dès demain matin. Mais par pitié qu'on ne vienne plus jamais me faire la leçon, surtout venant de ceux qui n'ont jamais goûté à l'enfer que nous avons traversé. »« Monsieur le Président !» lança un journaliste de CNN presque incrédule. « Attendez, vous êtes sérieux, vous envisagez réellement de transférer vos détenus en France ?» Boukelté répondit avec ce sourire si particulier, mi-provocateur, mi-stratégique, qui faisait désormais partie de son image publique. « Qu'on me donne simplement le feu vert de monsieur Lecornu et je contacte l'aéroport dans l'heure. » L'impact fut immédiat. En l'espace de quelques minutes, la vidéo de la conférence faisait le tour des télévisions du globe. Sur Twitter, le hashtag #EgyptMeBoukelté Challenge explosa accompagné d'un torrent de mèmes, de punchlines ironiques et de débats enflammés. Pendant ce temps, à Paris, l'horloge affichait 23 heures pile. Dans le silence feutré de son appartement ministériel, Lecornu fut tiré de son sommeil par son directeur de cabinet, visiblement en panique. « Monsieur le ministre, vous devez voir ça. Le président salvadorien vient d'annoncer en direct qu'il est prêt à envoyer 75 000 prisonniers chez nous. Internet est en feu. Et l'Élysée attend votre réaction. » Toujours en pyjama affalé dans son canapé ministériel, Lecornu fixait l'écran de son téléphone où défilaient les extraits de la conférence explosive. Les yeux encore embrumés de sommeil, il balbutia « Non, ce n'est pas possible. Il bluffe, non ?» Son chef de cabinet figé à ses côtés répondit d'une voix grave « Malheureusement, non, monsieur le ministre. » Et toutes les télés d'Amérique latine diffusent ses propos en boucle. Il est en train de devenir une icône populaire. À cet instant précis, Lecornu comprit. Il avait déclenché une tempête qu'il n'était absolument pas prêt à affronter. En pensant attaquer,
Il avait offert à Bukele une tribune en or. Le président salvadorien n'avait pas simplement répondu, il avait retourné l'arme contre lui, révélant au grand jour toutes les failles du discours français. Le lendemain, les kiosques français affichaient des unes sans appel. Le Figaro sonnait l'alerte. Le Cornu déclenche une crise diplomatique majeure avec le Salvador. Le Monde plus analytique titrait « Quand la voix de la France se heurte à la vague populiste latino-américaine ». Quand Libération s'interroge sur la question des droits humains, une tempête d'opinion éclate. Qui de Le Cornu ou de Bukele détient la vérité? De son côté, le président salvadorien, stratège redoutable des réseaux, ne rate pas une occasion d'allumer la mèche. Bastien Le Cornu, on attend toujours votre réponse. L'avion est prêt à décoller. Vos banlieues sont-elles aussi prêtes à accueillir les victimes de nos prétendues violations des droits humains? Puis la réplique fuse avec un sarcasme ravageur. La France qui sermonne le Salvador sur les droits de l'homme, c'est à peu près aussi crédible que si Pyongyang se mettait à donner des leçons de démocratie à Berne. Et pour enfoncer le clou, un message bien senti. Monsieur Le Cornu, on vous invite chaleureusement à passer une petite semaine dans nos centres de détention. Après ça, on verra si vous tenez toujours à défendre les droits des prisonniers. Chaque publication de Bukele faisait mouche. Les retweets pleuvaient par milliers, entraînant dans leur sillage une avalanche de mèmes et de réactions passionnées. Sur la scène mondiale, deux camps s'affrontaient ouvertement d'un côté, les militants des droits humains ralliés derrière Le Cornu. De l'autre, une foule grandissante fascinée par le mordant et la répartie brutale du président salvadorien. Pendant ce temps, au quai d'Orsay, l'ambiance était tendue. Le Cornu, entouré de ses conseillers, tentait d'éteindre l'incendie médiatique qu'il avait lui-même allumé. « Monsieur le ministre », lança son directeur de cabinet d'un ton inquiet, « il faut réagir vite. Le silence se lit comme une capitulation. L'ambassade de France à San Salvador suggère de calmer le jeu. Il propose de clarifier que vos critiques visaient le défilé et non la politique locale. » Le Cornu grimaça puis secoua lentement la tête. Trop tard pour faire machine arrière. On passerait pour des lâches. Il marqua une pause, le regard durci. Très bien, alors on va passer à l'offensive. Préparez-moi une déclaration percutante sur les principes démocratiques. Ce même après-midi, le Cornu convoqua les caméras au quai d'Orsay. L'air grave entouré de drapeaux et de micros, il fit face à la presse internationale comme s'il montait au front. La France ne cédera pas face aux coups d'éclat de régimes autoritaires, déclara-t-il d'une voix posée mais ferme. Quand un chef d'État préfère brandir la menace plutôt que d'assumer les critiques légitimes sur ses pratiques, il dévoile son véritable visage. Que M. Bukele enchaîne les tweets ou multiplie les provocations, peu importe, nous continuerons de défendre les piliers de la démocratie et les droits fondamentaux sans frontières. Mais au lieu d'apaiser les tensions, cette sortie mit encore plus d'huile sur le feu. Bukele, flairant une nouvelle opportunité, monta d'un cran supplémentaire. Le soir même, dans un live Instagram lancé depuis son palais présidentiel, visionné par plus de 2 millions de personnes en direct, il lança tout sourire face caméra. « Mes amis, le ministre français vient de me coller l'étiquette de dirigeant autoritaire. Vous savez ce qui est vraiment autoritaire? C'est fermer les yeux pendant des décennies, pendant que les criminels ensanglantent nos rues. » Puis il se leva, marcha lentement vers une grande carte accrochée derrière lui et pointa du doigt « Regardez ces chiffres. Avant que mon gouvernement n'intervienne, le Salvador était tristement champion du monde en homicide. 5 morts par jour. Les mères n'osaient pas sortir, les enfants n'osaient plus aller à l'école. » Il se redressa, fit quelques pas en arrière, puis revint se positionner face à la caméra, les yeux braqués dans l'objectif. Et aujourd'hui, nous sommes devenus le pays le plus sûr de toute l'Amérique latine. Comment grâce à ce que certains appellent des violations des droits humains. Oui, monsieur Le Cornu, j'assume pleinement, je suis intransigeant envers les criminels. Et je ne m'en excuse pas, j'en suis fier, parce que notre peuple a le droit de vivre sans trembler. Puis, avec un sourire à la fois moqueur et narquois, il enfonça le clou. Et soit dit en passant, ma proposition reste valable. Si la France est si désireuse de tester ses grandes théories humanistes, elle peut récupérer nos détenus. Je commence même à penser que ce serait un superbe cadeau pour l'Europe, l'opportunité rêvée de prouver enfin
que leurs discours peuvent survivre à la réalité. Son intervention en direct devint virale en quelques heures, des millions de vues, des partages en cascade. La crise diplomatique s'était métamorphosée en un show planétaire et Bukele, à l'évidence, dominait le jeu de l'opinion publique. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, les figures de la droite applaudissaient. Donald Trump Jr. publia un tweet sans détour « Bukele a tout compris. Les élites européennes font la morale depuis leur château de verre, mais n'ont jamais affronté la vraie vie. » Et en Amérique latine, l'onde de choc fut encore plus forte. Plusieurs chefs d'État unis dans un rare élan régional affichèrent leur soutien. Le président colombien résuma ce que beaucoup pensaient, tout bas. Bukele a simplement eu le courage de dire tout haut ce que nous murmurions sur la duplicité de l'Europe. Devant l'ouragan de soutien mondial qui propulsait Bukele sur le devant de la scène, le cornu comprit que la bataille diplomatique lui échappait totalement. Et le pire était à venir, les critiques ne venaient plus seulement de l'étranger, mais désormais de l'intérieur même du gouvernement français. Convoqué en urgence à Matignon, il se retrouva face à un Premier ministre visiblement préoccupé. « Sébastien, on a un vrai problème. L'affaire Bukele a pris une ampleur nationale. Dernier sondage, 60% des Français estiment que le président salvadorien a raison. » Le cornu écarquilla les yeux abasourdis. « Mais comment ça? Les Français aussi ont peur pour leur sécurité. Quand Bukele dit qu'il a stoppé 105 meurtres par jour, ils écoutent. Et ils se demandent si au fond ces méthodes ne sont pas efficaces. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur des violations des droits fondamentaux. Peut-être, mais le Salvador est passé du chaos à la stabilité. Statistiquement, c'est devenu le pays le plus sûr de la région. Ça, personne ne peut le nier. Le cornu quitta la réunion vide et lessivé. Ce qui devait être un discours fort sur les valeurs humanistes s'était transformé en piège. Un piège tendu par un adversaire qu'il n'avait pas vu venir. Et comme si cela ne suffisait pas, Bukele, fidèle à son style mordant, enfonça le clou ce soir-là avec un tweet incendiaire. Mise à jour pour Monsieur le Cornu après vérification auprès de nos compagnies aériennes, on peut organiser 150 vols direction Paris pour nos 75 000 prisonniers. Facture estimée 50 millions de dollars. À charge pour la France de financer le transport de ses futurs citoyens. En moins de 24 heures, ce tweet pulvérisa les compteurs, plus d'1 demi-million de retweets. Il devint sans conteste l'un des messages politiques les plus partagés de l'année. Une semaine après l'explosion médiatique, le cornu fut contraint de baisser pavillon. Dans un communiqué au ton neutre mais lourd de sens, le Quai d'Orsay déclara que la France reconnaissait pleinement la souveraineté du Salvador dans la conduite de ses affaires intérieures et que les relations diplomatiques entre Paris et San Salvador restaient officiellement cordiales. Bukele, triomphant mais joueur, répondit avec la désinvolture qui le caractérise dans un tweet lapidaire « Merci, monsieur le cornu. L'invitation à visiter nos prisons tient toujours, mais cette fois le billet d'avion est à vos frais. » Ce clash historique marqua un avant et un après dans la trajectoire politique de Le Cornu. Pour la première fois de sa carrière, l'homme fort de la diplomatie française avait essuyé une humiliation publique orchestrée avec brio par un adversaire qu'il avait à tort pris de haut. Pour Bukele, en revanche, c'était une victoire sans bavure. Non seulement il avait étouffé les critiques venues de l'Hexagone, mais il avait aussi conquis l'admiration de millions de personnes à travers le monde. Désormais, il incarnait aux yeux de beaucoup l'image d'un chef d'État capable de faire vaciller les grandes puissances européennes avec un simple smartphone. Mais non, l'affaire ne s'achevait pas sur un simple tweet moqueur. En coulisses, un nouveau chapitre inattendu s'écrivait. Car ce que ni le cornu ni Bukele n'avaient anticipé, c'est que ce duel verbal allait très vite se matérialiser dans le réel. 3 jours seulement après la débâcle diplomatique française, un événement en apparence banal prit une tournure explosive. À Roissy-Charles de Gaulle, un avion en provenance de San Salvador atterrit, transportant 47 ressortissants salvadoriens, expulsés de France pour divers délits. Jusqu'ici, rien d'inhabituel. Mais tout bascula lorsqu'un des passagers, Carlos El Flaco Ramirez, supposé affilié au MS-13, se pencha vers un micro tendu par un journaliste salvadorien et lâcha sourire en coin. « Merci, monsieur le cornu, de nous avoir gentiment renvoyés. Maintenant, on sait ce que la France pense vraiment des Salvadoriens.
Il n'en fallait pas plus pour réveiller le flair médiatique de Bukele. L'homme n'avait pas laissé passer une seule occasion de transformer l'actualité en arme politique, et cette fois encore il frappa fort. Quelques heures plus tard, conférence de presse improvisée sur le tarmac même de l'aéroport de San Salvador. Caméras braquées, journalistes rassemblés et Bukele au centre accueillant en personne les expulsés. « Quelle ironie !» lança-t-il d'un ton acide. « Monsieur le Cornu s'insurge contre nos prisons, mais il nous renvoie ses propres délinquants. C'est donc ça la logique européenne. Ils expulsent et nous nous portons l'étiquette de bourreaux des droits humains. » Bukele se tourna lentement vers Carlos Ramirez, encadré par 2 policiers salvadoriens. L'air faussement curieux, il lança avec un sourire en coin. « Alors, Carlos, raconte-moi un peu comment c'était ta petite vie derrière les barreaux en France. » Ramirez, sans se démonter, répondit avec une pointe d'ironie dans la voix. « Monsieur le Président, c'était plutôt confortable. Une cellule, rien qu'à moi, la télé en prime 3 repas bien servis par jour et le luxe de pouvoir appeler ma famille quotidiennement. » Faisant mine d'être surpris, Bukele haussa les sourcils. « Vraiment intéressant. Et maintenant que tu es de retour au bercail, eh bien, direction vos fameuses méga-prisons, celles que monsieur le Cornu juge tellement inhumaines. » Bukele se tourna alors vers les caméras, son visage devenu sérieux. « Excellent. Carlos va pouvoir faire une comparaison en conditions réelles. Je propose même à monsieur le Cornu de revenir dans 6 mois pour l'interviewer. On verra alors quel système pénitentiaire est le plus formateur. » Et la scène diffusée en direct sur toutes les chaînes salvadoriennes fit immédiatement l'effet d'un électrochoc. Une fois de plus, Bukele venait de retourner le scénario à son avantage, utilisant l'expulsion de ses compatriotes comme un levier politique pour attaquer le Cornu cette fois en plein cœur de Paris. Au quai d'Orsay, le Cornu fixait les images sur son écran avec une grimace mêlant frustration et incompréhension. « Mais comment il fait ?» souffla-t-il à ses conseillers. « Comment parvient-il à retourner chaque coup contre nous ?» Son directeur de la communication, le visage fermé, répondit calmement « Parce qu'il parle le langage de son époque, monsieur le ministre. Pour lui, la politique, c'est un show en continu. Il en connaît les codes par cœur. Et nous, on riposte comment à ça? On ne peut pas. Chaque fois qu'on essaie de réagir, on joue dans son jeu. Et sur son terrain, on est perdant d'avance. Aïe, mais le Cornu n'était pas du genre à se laisser humilier sans réagir. Plutôt que de s'épuiser dans une guerre médiatique qu'il ne pouvait gagner, il décida de déplacer le combat sur un terrain plus institutionnel, là où les caméras ne suffisent plus, où les mots doivent porter plus loin que les tweets. Dès le lendemain, à Genève, devant l'Assemblée du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il monta à la tribune avec une posture grave. Son discours prononcé d'un ton ferme mais maîtrisé fit rapidement le tour des chancelleries. « Chers représentants, lança-t-il, nous vivons une époque troublée où certains chefs d'État instrumentalisent les réseaux sociaux pour maquiller des dérives autoritaires sous des apparences de fermeté. » Sans jamais prononcer le nom de Bukele, il traça un portrait suffisamment précis pour que personne ne s'y trompe. La sécurité, certes, est un objectif légitime, mais elle ne saurait justifier le piétinement des droits fondamentaux. Et nous devons rester vigilants, la popularité numérique ne saurait remplacer la légitimité démocratique. Le discours de Le Cornu reçut une salve d'applaudissements polis de la part des pays occidentaux. Il crut un instant avoir repris le dessus, mais c'était sans compter sur la rapidité chirurgicale de Bukele. À peine quelques heures plus tard, le président salvadorien convoquait en urgence une session spéciale de l'Assemblée nationale. Objectif riposter chiffre à l'appui. « Mes chers députés, monsieur Le Cornu vient de m'accuser à la tribune de l'ONU de bafouer les droits humains. Je vais lui répondre non pas avec des formules creuses, mais avec des données. Des vraies. » Il s'avança vers un écran géant qui venait d'être installé. « Voici les chiffres avant notre réforme sécuritaire, 105 assassinats par jour. Voici les chiffres après 5. 5. D'autres courbes s'affichèrent, les enlèvements en chute, les viols en baisse nette, les cambriolages écrasés. Puis se tournant vers les caméras avec un ton grave, « Monsieur Le Cornu, dites-moi franchement qu'est-ce qui constitue une vraie atteinte aux droits humains? Enfermer des tueurs dans des prisons renforcées
ou les laisser assassiner 105 innocents chaque jour, 5 morts par jour. C'est l'équivalent d'un Boeing 737 qui s'écrase quotidiennement sur notre sol, tous les jours, pendant des années. Et nous avons mis fin au crash. Il s'arrêta un instant, laissant planer un silence théâtral. « Alors quoi ? Vous allez sérieusement m'expliquer que sauver des vies est une faute sous prétexte que nos prisons n'ont pas le standing d'un hôtel européen ?» Un tonnerre d'applaudissements secoua l'assemblée. Buckel fit un geste calme pour faire taire la salle. Puis, avec cette étincelle espiègle dans le regard qui lui est si familière, il ajouta « J'ai une idée, une invitation même. Puisque Monsieur le Cornu trouve nos méthodes si problématiques, je lui propose une immersion grandeur nature. 1 mois entier ici au Salvador. » Il poursuivit, sourire en coin, 15 jours dans un quartier comme il était avant, lorsque les Maras faisaient régner leur loi. Puis 15 jours dans ce même quartier, aujourd'hui libérés de leur emprise. Et là, on verra bien quelle version il préfère, celle des droits humains en théorie ou celle des droits à la vie en pratique. Ce discours, retransmis en direct sur toutes les chaînes d'Amérique latine, fit l'effet d'une bombe médiatique. Très vite, les réseaux sociaux s'embrasèrent. L'invitation de Bukele à Le Cornu de venir tester le terrain s'était transformée en phénomène mondial. Le hashtag #défile Cornu Salvador dépassa le million de mentions en quelques heures et les internautes de New York à Jakarta encourageaient ironiquement le ministre français à relever le gant. Et le pire pour le Cornu, c'est que le feu ne venait plus seulement d'outre-Atlantique. L'incendie gagnait l'Europe. Matteo Salvini, toujours prompt à surfer sur la vague populiste, publia sur X « Bukele frappe juste. L'Union européenne bavarde, mais les criminels continuent à faire la loi. » Marine Le Pen, de son côté, y alla d'un commentaire grinçant dans une interview télévisée. « Peut-être qu'un peu de méthode Bukele ne ferait pas de mal à nos quartiers. » Mais le coup de grâce, c'est qu'au sein même du gouvernement français, des voix s'élevaient discrètes mais réelles. Des députés de la majorité en coulisses s'interrogeaient. Sébastien s'est enfermé dans une impasse. Un ministre off record résuma la situation d'un ton fataliste. Il est en train de se faire balayer par Bukele et tout le monde regarde. Sous le poids croissant des critiques, le Cornu tenta un ultime coup de poker. Il accepta l'invitation d'un grand débat en direct sur CNN face à Bukele, chacun depuis son territoire, l'un sur le plateau parisien, l'autre en duplex depuis San Salvador. Le Cornu espérait y reprendre la main dans un cadre supposément neutre, en posant ses arguments avec calme et méthode. Mais dès les premiers échanges, l'ambiance vira au duel déséquilibré. Bukele, souriant à l'aise, débitait un anglais fluide, teinté d'un accent presque cinématographique. À côté, le Cornu apparaissait rigide, engoncé dans son costume, avec des phrases lourdes et des regards nerveux. Et le président salvadorien frappa vite sans sommation. « Monsieur le Cornu, vous me reprochez nos prisons. Très bien. Mais avant de faire la morale, répondez-moi combien de meurtres dans vos banlieues l'an dernier? Combien de familles françaises pleurent leurs enfants à cause de l'insécurité? Vous n'avez pas à gérer ce que nous avons vécu pourtant. Vous venez nous expliquer comment faire. Voilà ce qu'est le paternalisme européen. » Le plateau resta un instant figé. Et dans ce silence tendu, Bukele venait de remporter un nouveau round. Le journaliste de CNN tenta tant bien que mal de remettre de l'ordre dans l'échange. « Président Bukele, ne pensez-vous pas qu'il y a des limites à ne pas franchir, notamment en ce qui concerne les conditions de détention ?» Mais Bukele le coupa net avec l'aplomb d'un orateur rodé. « Un instant, je vous arrête là. Avant d'évaluer le décor, regardons ce que le film a sauvé. Monsieur le Cornu, pouvez-vous au moins reconnaître que nos actions ont empêché des milliers de morts ?» Et voilà le Cornu acculé. S'il reconnaissait les résultats, il validait implicitement des pratiques controversées. S'il les rejetait, il passait pour un idéaliste déconnecté. « On ne peut pas justifier tout par les résultats », répondit-il avec prudence. Bukele, l'œil brillant, bondit sur l'occasion. « Vraiment ? Alors allez dire ça aux mères qui, après des années d'angoisse, peuvent enfin respirer. Dites-le aux enfants qui traversent leur quartier sans craindre une balle perdue. » Puis, se penchant vers la caméra dans un moment presque théâtral, « Vous, monsieur le Cornu, vous êtes né dans un pays tranquille. Moi, j'ai dû construire cette tranquillité de toutes pièces, et c'est là que tout nous oppose.
Le débat se clôtura sur une scène digne d'un film Bukele calme, comme s'il sortait d'un café entre amis, adressa un salut impeccable à un cornu visiblement vidé comme si les lumières du plateau avaient aspiré son énergie. Les réactions jaillirent aussitôt sans filtre ni détour. De CNN à Al Jazeera, une seule lecture dominée Bukele avait écrasé son adversaire. Le New York Times parla d'un chaos diplomatique infligé à la France. El País analysa la scène comme « le moment où le verbe latino a terrassé l'élégance européenne version numérique ». Internet s'enflamma. Les extraits circulaient comme de la poudre dans un champ sec et partout les messages glorifiant le président salvadorien dominaient. Pour le cornu, c'était l'effondrement total. Il n'avait pas seulement perdu un débat, il s'était fait balayer en mondovision par un président qu'il croyait pouvoir coincer avec quelques phrases bien tournées. Le matin suivant, la presse hexagonale ne le ménagea pas. Le Figaro titra froidement « Déroute diplomatique ». Le Monde plus analytique décrivit « l'inadaptation de la diplomatie française face à un populisme devenu showman numérique ». Assis dans son bureau au quai d'Orsay le Cornu, parcourait les gros titres la mâchoire crispée. Son téléphone vibrait sans relâche, des journalistes en quête de réaction des conseillers cherchant désespérément un plan B et quelques ministres, offrant un soutien à peine voilé d'un sarcasme discret. Il le voyait désormais avec une lucidité presque douloureuse, il s'était jeté dans cette bataille, la fleur au fusil, persuadé d'avoir affaire à un autocrate caricatural version tropicale. En réalité, il s'était mesuré à un animal politique nouvelle génération, un maître de la scène numérique taillé pour l'ère des algorithmes et des likes. Là où le cornu cherchait le débat d'idées, Bukele livrait un show calibré. Chaque flèche tirée devenait chez lui un levier de communication. Chaque pic lancé se transformait en buzz planétaire. Il ne se contentait pas de jouer avec les codes médiatiques, il les écrivait à sa manière en temps réel. Le plus amer, c'était cette prise de conscience brutale. La partie s'était retournée. Le cornu était venu faire la morale, il avait fini par passer pour le donneur de leçons déconnectées. Bukele lui avait retourné le script de présumé bourreau des libertés. Il s'était mué en champion de l'efficacité et du bon sens. 3 mois plus tard, les chiffres tombèrent implacables. Le Salvador venait d'être sacré pays le plus sûr de toute l'Amérique latine. Et face à ces résultats, même le cornu, avec toute sa réserve, dut s'incliner. Peu importe les moyens rares, étaient les dirigeants capables de livrer une telle transformation. Bukele, lui, l'avait fait. La saga Le Cornu Bukele venait de se clore et il n'y avait plus l'ombre d'un doute sur l'issue. Le président salvadorien avait remporté la partie en jouant sur tous les tableaux rhétorique, stratégie et surtout buzz médiatique. Mais au-delà de la victoire d'un homme, c'est tout un message qui s'imposait dans le monde des écrans. Un pays minuscule peut faire vaciller les géants, un chef habile peut renverser les codes et avec un tweet bien placé, un David 2.0 peut renvoyer Goliath au tapis. Quant à Le Cornu, il garderait cette humiliation dans un coin de sa tête aussi longtemps que durera sa carrière, peut-être même au-delà. Car cette fessée diplomatique ne s'effaçait pas, et comme si l'univers voulait enfoncer le clou 6 mois plus tard, un événement totalement imprévu viendrait confirmer avec un goût amer que Bukele n'avait pas seulement gagné, il avait eu raison. 15 décembre 2025. Un pavé dans la mare diplomatique, l'Organisation des États américains dévoile son rapport annuel et le verdict est sans appel. El Salvador décroche la palme du pays le plus sûr du continent. Mieux encore, son taux d'homicide chute à un niveau tel qu'il rivalise désormais avec certains États européens, y compris, ironie suprême, la France. Mais la vraie gifle, elle se trouve entre les lignes du rapport. On y salue les méthodes certes musclées de Bukele comme étant d'une redoutable efficacité face au crime organisé. Et cette conclusion issue d'une organisation à laquelle Paris participe en tant qu'observateur venait contredire point par point les sermons de Le Cornu. Bukele, fidèle à sa manière piquante et théâtrale, n'a pas laissé passer l'occasion. Il poste hilar un tweet qui fera le tour du monde. C'est officiel, nous sommes les champions de la sécurité en Amérique latine. Petit clin d'œil à Monsieur Le Cornu, sans vous, cette reconnaissance n'aurait pas eu le même goût. Gracias, Le Cornu.
Le hashtag « Sia merci le cornu » né dans les tréfonds sarcastiques de Twitter devint en quelques jours une arme de moquerie massive. Des milliers puis des millions d'internautes s'en emparèrent pour saluer avec une ironie grinçante le rôle involontaire mais crucial du ministre français dans la publicité planétaire du modèle Bukele. Mais le coup de grâce n'est pas venu de San Salvador ni d'un tweet incendiaire, il est venu de Marseille. En janvier 2026, alors que les violences s'intensifiaient dans les quartiers nord, le maire de la ville laissa tomber cette petite bombe lors d'une conférence de presse. Pourquoi ne pas s'inspirer des méthodes salvadoriennes? Au moins là-bas, ça fonctionne. Le silence gêné de l'assistance valait tous les commentaires. Pris de court par cette déclaration venue de son propre camp, le cornu tenta de reprendre la main, mais ses mots fatigués rebondirent mollement dans le vide médiatique. La France ne s'abaissera jamais à imiter les pratiques autoritaires de Bukele. Trop tard, le feu était déjà allumé et il n'avait plus d'eau. Avec son flegme coutumier et un sens de la pique affûté, Bukele lança « Cher monsieur le cornu, mon offre tient toujours. Si Marseille souhaite envoyer des émissaires pour s'inspirer de notre modèle, les portes leur sont grandes ouvertes. Et en prime, la formation est offerte. » L'affaire avait tellement défrayé la chronique qu'elle finit dans les manuels. Dans les amphithéâtres de Sciences Po, l'épisode était désormais disséqué comme un cas d'école, l'illustration parfaite de ce qu'il ne faut jamais faire quand on affronte un maître de la com numérique sur son propre terrain. 12 mois plus tard, un remaniement gouvernemental mit le cornu sur la touche, officiellement pour donner un nouveau souffle à l'équipe. Officieusement, personne n'avait oublié son naufrage face à Bukele. L'homme du Salvador ne s'était pas contenté de le battre dans les sondages. Il avait signé sa sortie. Lors de son discours de départ, le cornu évita soigneusement le sujet. Pas un mot sur le clash, pas une référence. Mais tous les regards dans la salle savaient. Ce silence-là en disait bien plus que n'importe quel discours. De son côté, Bukele avait franchi un cap. Désormais, il n'était plus simplement président, il était devenu une icône mondiale. Des conférences à Harvard, au panel à Davos, tout le monde voulait entendre le hacker de la diplomatie, ce chef d'État nouvelle génération qui conjugue autorité et algorithme avec un aplomb déconcertant. Et quand un journaliste curieux lui demandait la recette de ce succès fulgurant, il répondait malicieux « C'est simple. Il suffit de dire les choses vraies au bon moment de la bonne manière. Et surtout, ne jamais sous-estimer la puissance d'un tweet bien placé. » Le duel, le cornu-Bukele, était entré dans l'histoire comme un mythe moderne. Le récit d'un président venu d'un petit pays qui avait réussi à faire plier une grande nation, non pas avec des tanks mais avec un smartphone, et un sens aigu du timing.